Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et suite sur cette thématique du discours de l'île Longue avec le président Macron qui a donc rompu la doctrine. En tout cas, il appelle ça une évolution de la doctrine nucléaire sur la dissuasion. Le résultat, c'est que 8 pays européens sont donc invités à participer à ce qu'il appelle une dissuasion avancée. Le Royaume-Uni, avec lequel, rappelons-nous, on a failli construire un porte-avions en commun. La Pologne, qui est une alliée toujours du temps encore des guerres napoléoniennes contre la Russie. Les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède, le Danemark. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était cet engouement, Bruno Clermont, qu'a, comment dirais-je, le président pour l'Allemagne en disant que c'est le premier partenaire européen. J'entends bien, mais est-ce qu'on a oublié tout le passé militaire avec l'Allemagne? Pardonnez-moi de poser cette question candide. Alors j'espère qu'on l'a quand même qu'on l'a oublié, sinon ça serait grave, on serait toujours en guerre avec l'Allemagne. Donc, non, l'Allemagne. Vous entendez bien. L'Allemagne de 2026, c'était plus l'Allemagne de 1944. Je pense qu'il faut être clair. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Allemagne de 2026 a retrouvé en 2022, au moment où la guerre en Ukraine a éclaté, dans le discours de Olaf Scholz sur le Zeitung 22, le temps du changement, a retrouvé l'envie de redevenir une puissance indépendante. C'est-à-dire une puissance en dehors de l'Union européenne, une puissance en dehors de l'OTAN. Il dit, moi, je suis la première puissance économique, troisième puissance du monde, je suis la première puissance démographique en Europe, j'ai donc décidé de devenir la première puissance en Allemagne. Donc elle s'affranchit du couple franco-allemand, elle s'affranchit de la tutelle de l'OTAN, l'Union européenne, dans laquelle on l'a fait renaître pour dire l'Allemagne est redevenue l'Allemagne. Mais c'est plus l'Allemagne de 1944, c'est une nouvelle Allemagne conquérante, mais une Allemagne conquérante politiquement qui veut imposer son modèle fédéral à l'ensemble de l'Union européenne. Oui, et par l'intermédiaire aussi d'Ursula von der Leyen, qui défend d'abord les intérêts allemands. Ça s'est vu notamment sur le conflit sur la voiture et sur le Mercosur, où elle défend d'abord l'Allemagne et ensuite l'Union européenne. Moi, je pense aussi à Olaf Scholz, qui, du temps du Covid, avait en scred, comme disent les jeunes, que passer des contrats et signer des vaccins, alors qu'en fait la France attendait le go de l'Union européenne pour qu'on commande tous ensemble, au nom des 28 encore à l'époque, les vaccins contre le Covid. L'Allemagne, elle se la joue quand même très très perso ces derniers temps. Quand l'Allemagne dit « je veux devenir la puissance militaire en Europe et je vais investir 5%, vous savez combien ça fait 5% du PIB? Ça fait 250 milliards. Et pour l'instant, 250 milliards d'euros, pour l'instant, ils annoncent 170 milliards en 2029. Ils vont y aller aux 250 milliards d'euros. Donc, on ne fait pas une armée avec de l'argent, mais sans argent, on ne fait pas une armée. Donc, on est en train de donner, ou en tout cas d'entrouvrir la porte du dernier joyau de la couronne militaire, qui est la dissuasion nucléaire. Et donc, on pourrait laisser les Allemands... L'essentiel est préservé, quand même. C'est le président qui appuie sur le bouton. C'est vrai. Heureusement, Jean-Claude Dacier, que vous me rappelez que le président a dit qu'il n'y aurait pas de partage de la décision ultime, c'est vrai. Oui, c'est l'essentiel. Pardon, je me couche. Alors. Mais il faut bien reconnaître, sûr, vous avez raison d'écouter Emmanuel Macron. Non, mais même, le discours était pas mal. Ouais. Ce discours, le discours était un vrai discours de dissuasion. Il a été rédigé à plein de mains depuis des mois et des mois. On a récupéré toute la fine fleur des spécialistes, parce qu'il y a une grammaire nucléaire, il y a des mots qui comptent. Quand on le lit avec des yeux d'experts, les gens sont très contents de retrouver des phrases qui leur plaisent. Les trois points fondamentaux dans ce discours ne sont pas remis en cause. Le premier, c'est toujours du matériel 100% français, nos sous-marins, nos armes, nos missiles, c'est 100% français. Le deuxième, sauf les turbines qui vont être maintenant produites. Non, mais vous savez, c'est l'histoire d'il y a 2 semaines où on a su qu'il y avait un équipementier. Un ventilateur. Voilà, les ventilateurs pour Rafale. Notamment les Rafales et les sous-marins. On va dire à 99,99%, tout ça est français. La décision ne se partagera pas. De toute façon, il a dit qu'il ne peut pas la partager, le président, puisque la Constitution l'empêche. Il faut lire entre les lignes, mais la Constitution... Donc on savait qu'il ne peut pas la partager. C'est vrai que les Belges, les Allemands, les Suédois, etc. vont lire la Constitution française en disant vous avez raison. On va leur envoyer un exemplaire, qu'ils la lisent. Et puis, les intérêts vitaux sont les intérêts vitaux de la France, ne deviennent pas les intérêts vitaux européens. Oui. Bon, c'est 3 fondamentaux. Après, on peut tout imaginer. Moi, il y a 2 bonnes nouvelles là-dedans, je crois, franchement. La première, c'est augmenter le nombre de têtes. Oui. On ne l'augmente pas, parce que le parapluie, on l'augmente pas parce que le parapluie est plus grand. On le demande parce qu'on veut, avec les nouvelles technologies, être sûr qu'on fera les fameux dommages inacceptables, qui sont le cœur de la décision. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. À condition, je le dis, d'augmenter les porteurs. Parce que ce n'est pas avec 100 Rafales qu'on va être capable d'emporter plus de missiles de demain. Ensuite, la deuxième bonne décision, finalement, c'est ce qu'on appelle l'adossement, l'épaulement, pardon. C'est un peu compliqué, l'épaulement,
mais c'était déjà dans son premier discours, c'est de dire que les forces nucléaires et les forces conventionnelles, c'est le total qui va faire la dissuasion. Le président de la République ne peut pas trouver dans la situation où il n'a que les forces nucléaires pour agir. Un conflit, il va y avoir une gradation, il va y avoir une échelle de montée de la violence. Et là, notre force conventionnelle, elles sont toutes petites. Hein. C'est-à-dire quand vous montez en puissance toute la marine, toute l'armée de l'air, il n'y a plus grand-chose pour faire la guerre. Oui. C'est-à-dire c'est Jean-Dominique Merchet qui dit très justement qu'on sait faire des Rolls, mais on ne sait pas faire des 2 chevaux. Et les forces conventionnelles, on est à la ramasse parce que, en revanche, on sait faire des M51. Enfin, qui va balancer un M51 aujourd'hui ? Si ce n'est qu'il faut comprendre que le fameux épaulement des forces conventionnelles, c'est pas la France qui va le fournir, c'est tous les Européens. C'est-à-dire qu'on va mettre dans un pot commun dans lequel si on y arrive. Pourquoi on va y arriver ? Allez-y, pardon. Il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est à part la Grèce, moi ce qui m'a surpris, c'est l'Europe du Nord. Elle est où l'Europe du Sud ? Ils veulent pas d'être avec nous. Enfin, comment on explique ? Les Italiens, vous voulez dire les Espagnols ? Les Espagnols, les Portugais. Enfin, moi, quand j'ai regardé la liste des pays, je me suis dit, mais comment on peut expliquer qu'il y a autant, finalement, une prédominance des pays du Nord par rapport aux pays du Sud ? Et est-ce que c'est finalement en lien avec... Moi, vous avez raison, mais ce qui m'a aussi étonné, c'est que les 2 tiers des pays qui disent je veux y aller ont la bombe nucléaire américaine. Hein. Donc ça veut dire que l'OTAN... Non, mais attendez, parce que ce discours d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre Lehoucq, c'est-à-dire qu'un jour, peut-être que les Américains / l'OTAN vont nous lâcher. Donc il faut qu'on se mette en commun parce que l'union fait la force. Très bien. Mais comme vous dites, s'il y a des liens encore avec en armement avec certains pays... Là, on parle de la Pologne, on le sait qu'ils sont extrêmement authentistes et qu'ils achètent à peu près 80% de leurs forces, jamais en Europe, mais toujours soit aux Coréens, soit aux Américains. Et les Polonais aimeraient bien la bombe américaine. Ils ont dit, Américains, nous on veut des F-35, on veut la bombe maintenant. Donc c'est vrai, mais le discours est malin. Pourquoi le discours est malin ? Il dit parce que nous on s'ajoute à tout ça. On n'est pas contre, on discute avec tout le monde, c'est une couche supplémentaire des dissuasions. Donc voilà un peu comment ça s'est présenté. Et donc, mis à part la dimension extrêmement politique de la souveraineté européenne, techniquement, c'est des choses qui ne sont pas si engageantes que ça. Le dernier problème, c'est que ça va prendre du temps à mettre en œuvre tout ça, ces coopérations, ces dialogues. Et dans 14 mois, on a un nouveau président de la République. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut espérer qu'il aura la même vision des choses que le sortant. En tout cas, sur la dissuasion, les opinions sont différentes. C'est vrai que essayer de se mettre ensemble dans un concept de défense élargi, avec une place de la dissuasion française restant à sa place, c'est assez séduisant. Ça me paraît assez théorique et je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Il n'y a pas d'économie commune de défense, il n'y a pas de fiscalité commune de défense, il n'y a pas grand-chose de commun à part le Mercosur, et regardez ce que ça donne. Non mais attendez, franchement, dans le prolongement de ce que dit Jean-Claude Dacier, et c'est très intéressant, Général Clermont, est-ce que l'Europe de la défense, dont on disait que l'Europe de la défense jusqu'à présent c'est la défense française, est-ce que finalement c'est en offrant sur un plateau d'argent la thèse de Jean-Baptiste que finalement on dit, voyez, on vous offre ce qu'on a de plus beau, la dissuasion, que les autres veulent bien y aller? Alors officiellement, c'est pas du tout ça qu'on fait. Hein. Et même dans le discours, c'est pas ça qu'on fait. Ce discours est extrêmement ambigu, c'est-à-dire qu'il donne l'impression qu'on européanise la dissuasion nucléaire. En réalité, on en garde tous les leviers. Donc il y a une dimension politique très importante. Mais c'est là qu'il y a l'ambiguïté générale. On fait de la politique, là. On fait de la politique. Mais je veux dire, quel est l'intérêt, par exemple, d'un pays, par exemple la Pologne, de dire, on accueille les ogives sur notre territoire, mais on peut pas les utiliser. Enfin, quel est l'intérêt pour un pays de les accueillir sur son sol s'ils ne peuvent pas les utiliser? Moi, c'est ça que je comprends pas bien, en fait. A priori, leur présence, c'est pour ça que les Américains partagent leur arme nucléaire, c'est que la présence des armes américaines sur les pays consolide la position des pays dans l'organisation, dans l'OTAN en l'occurrence, et crée un dilemme pour les opposants. Oui. Voilà. Mais s'ils ne peuvent pas les envoyer, ça les rassure. Ça a une dimension politique, ça a plus une dimension politique. Oui, c'est presque plus une dimension d'un fétiche, en fait, un totem, c'est là. C'est-à-dire que nous, on peut envoyer nos ogives nucléaires, et je parlais des missiles M51 qui font 1000 fois les dégâts de la bombe d'Hiroshima. Mais on ne les envoie pas non plus. C'est justement l'ambiguïté, je me tourne vers le général Clermont, de la force de dissuasion. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais on ne le fait pas. C'est la crédibilité. Donc normalement, non, on ne le fera pas. C'est ce que... C'est Armageddon. Si on envoie des M51 sur le Kremlin, et si le Kremlin nous envoie des VS-28, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Satans, dans ce cas-là, c'est la guerre mondiale et il n'y a plus de planète. C'est fini. Et donc personne ne le fait. La dissuasion nucléaire, mode française, c'est que c'est stratégique, ça passe ou ça casse. Ouais. Ça marche ou ça marche pas. Et où est notre ennemi ?
On n'a pas d'ennemis désignés. Dans la doctrine officielle, il n'y a pas rassure. d'ennemis désignés. Il faut demander aux marins où est-ce qu'ils font leur patrouille. Et vous le diront pas. Ils vous le diront pas, parce que comme vous le savez, même eux ne le savent pas quand ils sont dans l'équipage. Il n'y a que le commandant qui le sait. Et parfois le second. Il faut demander au commandant. Voilà. Ça, c'est comment dirais-je, une des anecdotes que raconte l'amiral Rogel, qui dit qu'il est à bord du Triomphant en mer. Il est à peu près à 15 jours de Brest, donc au port d'arrivée, donc fin de mission plutôt, et il reçoit un message comme quoi il y a eu le 9/11, donc le World Trade Center, et il se l'est bouclé pendant 15 jours. C'est difficile à porter comme secret. Donc, tu peux pas dire à l'équipage, tiens, en fait, les tours jumelles ont été attaquées et les forces militaires du monde entier sont en alerte. Et il garde le secret et il a dit, il a donné l'information 15 minutes avant l'arrivée à Brest. Voilà. Et j'en profite, si vous permettez, parce que moi j'ai fait cette mission pendant 10 ans, pour saluer l'exemplarité, le professionnalisme de nos marins, de nos aviateurs, de nos industriels. Tout l'écosystème de la dissuasion nucléaire tire les armées vers le haut, et c'est vraiment le cœur de notre dissuasion. Donc avant de la partager, il faut faire vraiment ça, au moins, ça reste debout. Pour le reste, on peut en parler. Ça sera le mot de la